il y a cette information qui circule que peut-être un jour il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Je ne sais pas si on va vraiment pouvoir compter et mesurer ça, mais c'est vrai qu'on balance de plus en plus de plastique dans les océans, et puis en même temps on sait que nos stocks de poissons sont en train de disparaître, donc c'est vrai que c'est préoccupant. En fait, la pollution plastique, elle est devenue emblématique quand on a pris conscience que les débris de plastique voyageaient dans les océans et finissaient par s'accumuler dans des vastes tourbillons océaniques au milieu des océans. On appelle ça les gyres subtropicaux. Il y en a 5 dans l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud et dans l'océan Indien. On appelle parfois cette zone d'accumulation le 7e continent. C'est parce qu'en fait, ces étendues de plastique sont très vastes, presque aussi grandes qu'un continent. Alors, je suis allée en 2014 et en 2015 dans le continent de plastique qui est au milieu de l'Atlantique Nord. Je suis partie des Antilles. C'était avec une association, Expédition 7e continent, et on est parti avec un voilier. Il faut presque 10 jours de navigation pour arriver jusque dans la zone d'accumulation qu'on appelle la mer des Sargasses. Et c'est vraiment surprenant parce que pendant 10 jours, on fait des mesures quotidiennement, on filtre l'eau à la surface de la mer et on retrouve pas forcément beaucoup de plastique. Et puis, d'un seul coup, on arrive dans la zone d'accumulation de plastique et c'est vraiment très marqué. Du jour au lendemain, on va retrouver énormément de plastique dans nos filets, dans nos collecteurs. Ces plastiques sont grands comme des petits grains de riz et ils sont présents par milliers, par centaines de milliers. Les débris, les déchets de plastique que l'on va rejeter dans la nature et qui vont voyager par les fleuves vont ensuite être transportés par les courants océaniques, se rassembler au cœur des océans. Et pendant ce trajet, ils vont être fragilisés, ils vont subir un rayonnement du soleil qui va les casser en petits morceaux. Et c'est pour ça que dans le 7e continent, on retrouve principalement ces petits morceaux grands comme des grains de riz. Les scientifiques ont étudié les microplastiques qu'on pouvait encore voir avec les yeux depuis les années 70 jusqu'à assez récemment parce qu'on avait les outils pour. Et aller chercher des particules de plastique qui sont invisibles à l'œil au beau milieu de l'océan, et ben ça nécessite des outils particuliers. Et c'est grâce à la progression de la science et des outils de mesure que assez récemment on a pu détecter des nanoplastiques dans l'eau de mer de l'Atlantique Nord. Alors les nanoplastiques sont 1 million de fois plus petits que les grains de riz dont je vous ai parlé. Et j'ai réussi à démontrer que les particules nanométriques que j'avais isolées de l'eau de mer étaient en plastique. Alors l'échantillon de mer, je l'ai concentré par ultrafiltration tangentielle. Donc on a concentré l'échantillon de mer plus de 1000 fois. Et ensuite, c'est par diffusion dynamique de la lumière que l'on a pu montrer qu'il y avait des petites particules, des colloïdes qui étaient présents dans l'échantillon. Et ensuite, c'est par spectrométrie de masse que l'on a pu dire que ces petits colloïdes étaient en plastique. Les débris de plastique sont piégés par les courants marins, par les courants de surface au centre des océans. Et quand les débris de plastique vont se casser jusqu'en des particules nanométriques, à ce moment-là, les colloïdes vont avoir des propriétés particulières. Ils vont plus seulement flotter à la surface de l'océan et être piégés par ces courants, mais ils vont diffuser dans toute la colonne d'eau. Et en fait, je pense, mais ça n'a jamais été encore démontré, que par ce biais-là, les nanoplastiques vont s'échapper des cœurs des océans et vont se retrouver dans tout l'océan, juste sur nos côtes. C'est l'objet de ma prochaine mission dans l'Atlantique Sud, d'aller vérifier cette hypothèse, que les nanoplastiques ne sont pas que emprisonnés au cœur des océans. Il y en a certainement aussi dans les rivières. Il y a déjà des chercheurs hollandais qui ont publié en début d'année la présence de nanoplastiques dans les eaux douces. Donc ça fait la 2e publication sur les nanoplastiques dans le milieu naturel. On ne sait pas encore doser ces nanoplastiques dans des animaux sauvages qu'on a prélevés dans l'environnement, mais il y a déjà des chercheurs qui travaillent en laboratoire. Donc il y a déjà des chercheurs qui ont donné à manger des nanosphères de polystyrène à des poissons et qui ont déjà démontré que dans ce cas-là, ces nanosphères pouvaient se déplacer dans l'organisme du poisson, se retrouver jusque dans son cerveau, avoir un impact sur sa mobilité et sur son développement. Et ils ont aussi, ces chercheurs, démontré que l'on pouvait retrouver ces nanoplastiques dans les larves de poissons, donc que ça passe d'une génération à une autre. Dans les années 2014-2015, la communauté scientifique,
dans le domaine de la pollution de plastique, a vraiment pris conscience de l'étendue de notre méconnaissance. Il y a une chercheuse américaine, Jenna Jambeck, qui a sorti un article dans lequel elle estime les quantités de plastique qui sont rejetées annuellement dans les océans. C'est entre 8 à 15 millions de tonnes. Donc on peut faire une estimation à partir des années 50 où on a commencé à produire du plastique de manière industrielle, et ça fait 200 millions de tonnes de plastique qu'on a rejeté depuis les années 50. D'un autre côté, à peu près à la même époque, des physiciens océanographes ont fait des modélisations à grande échelle pour estimer la quantité de microplastiques qu'on avait repérés dans les océans, qui sont accumulés dans les gyres subtropicaux. Ça représente à peu près 200 000 tonnes. Donc d'un côté, on a rejeté 200 millions de tonnes dans les océans, et de l'autre, on s'est repéré 200 000 tonnes, 1000 fois moins. Et pour l'instant, il n'y a aucun chercheur qui peut expliquer où sont les 99,9% du reste du plastique. Il finit par s'échouer sur les côtes. Est-ce qu'il finit par couler au fond des océans? Est-ce qu'il s'est cassé en petites particules invisibles qu'on ne sait pas encore bien doser et repérer? Est-ce qu'il est mangé par les animaux et finalement il se retrouve dans l'organisme de tous les animaux sur la planète, les oiseaux marins, les poissons et ainsi de suite? Et on n'arrive pas encore à dire, ben voilà, c'est cette voie qui est principale, ou il y a ces voies-là qui sont importantes. Donc voilà tout ce qu'on ne sait pas encore. Je me suis rendu compte qu'on avait très peu de données sur ces particules microscopiques à l'échelle du micron ou du nanomètre, et je me suis dit, il y en a quelle quantité, ça représente quelle quantité. Donc pour l'instant, j'ai développé des outils pour les détecter, et maintenant on est en train de travailler à savoir comment on va pouvoir doser, donc pouvoir dire quelle quantité ça va représenter. Donc je ne sais pas encore quelle quantité ça représente. Quand on fait des mesures de pollution comme ça, c'est vrai que des fois on se décourage parce que à chaque fois qu'on va mesurer, on trouve du plastique. Mais c'est vrai aussi que parfois il y a des choses qui sont encourageantes. Par exemple, alors ça c'est une expérience qu'a vécu des chercheurs américains quand les microbilles dans les cosmétiques ont été interdites en Californie. Et quand ils ont fait des mesures à la sortie des stations d'épuration, ils ont très vite vu une diminution. Donc en fait, voilà, ce qui est encourageant, c'est que si on identifie une source et qu'on peut trouver une solution, souvent on mesure assez rapidement les effets. On peut, avec nos résultats scientifiques, avoir un levier d'action pour la législation, par exemple, pour prendre des décisions ou légiférer sur la production de certains objets. C'était assez intéressant, par exemple, ce qu'a fait Surfrider. C'est une association en fait internationale qui est née en fait de surfeurs qui avaient pris conscience que il y avait de la pollution et ils ont voulu en fait ramasser les déchets sur les plages et puis les recenser. Et donc c'est une association qui est internationale. Donc ils ont fait ces relevés et par exemple on voit dans ce que ramassent des bénévoles sur les plages et quand ils recensent ça, par exemple que les bâtons de coton-tige sont presque en haut de la liste, ainsi que les pailles. Alors les mégots de cigarettes sont au top de la liste. Et bien finalement, en fait, ça a eu un effet puisque il y a une loi qui va limiter les bâtons de coton-tige en plastique et les pailles. Après, je travaille avec l'association Expédition 7e Continent. Si je faisais ces mesures dans mon laboratoire et que j'étais face à ces résultats assez alarmants et que je pouvais pas communiquer au grand public, je crois que ça me déprimerait beaucoup. Et de me rendre compte que par le biais d'une association, on peut parler au grand public de cette problématique et trouver ensemble une solution, parce qu'en fait, le problème de la pollution de plastique, on va trouver des solutions ensemble, tous les citoyens, tous les consommateurs. Ça me rassure, enfin ça m'aide à travailler en fait.